Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Merci de choisir CR TV News. En 2025, alors que le monde célèbre la 40e édition de la Journée internationale des droits des femmes, des milliers de Camerounaises continuent de se heurter à des traditions qui leur dénient leurs droits les plus fondamentaux. Veuvage forcé, spoliation d'héritage, exclusion sociale, des pratiques qui sont souvent sous le couvert de la coutume et qui brisent des vies et perpétuent des inégalités. Face à ces réalités, des voix s'élèvent, des résistances s'organisent et des solutions émergent. Faut-il préserver les traditions à tout prix ou alors les adapter aux exigences du monde moderne? C'est la question que nous allons poser aujourd'hui dans ce débat exceptionnel. Bienvenue une fois encore au cours dans cette émission spéciale dédiée à la femme à l'épreuve de la tradition. Et pour en parler, je suis bien entourée sur ce plateau. Honneur aux dames. Nous avons le plaisir d'accueillir ici aujourd'hui la reine Marlise Nthiam. Majesté, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la présidente régionale de l'Association des femmes chefs traditionnelles de la région du Sud. Oui. Merci d'être avec nous. Merci aussi d'être invitée. Alors, c'est un visage bien connu des téléspectateurs de CR TV News. Elle nous fait également l'amitié d'être avec nous ce soir. Maître Félina Njambe, elle est avocate au barreau du Cameroun. Bonsoir, maître. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. C'est toujours un plaisir que d'être sur ce plateau. Voilà. Et puis, nous avons également le plaisir d'être en compagnie de l'imam Ousmane Mboussi. Il est l'imam de la mosquée de Mbaladeu. Imam, bonsoir. Bonsoir à mes co-discutants, bonsoir à tout le monde. Merci. Et puis, au cours de cette édition, nous serons rejoints par une autre panéliste, Sandra Djiki. C'est une jeune femme entrepreneur et elle sera avec nous au cours de ce débat. Alors, pour planter le décor, je vous propose de prendre ce reportage d'Eleya Moukeka qui fait un état des lieux des différentes entorses causées à la femme camerounaise sous la coupole de la tradition. Dans de nombreuses sociétés traditionnelles, les femmes sont souvent considérées comme des êtres inférieurs aux hommes. Elles sont souvent confinées à des rôles domestiques et sont exclues des prises de décision et des activités économiques. Les traditions et les coutumes peuvent également être utilisées pour justifier la violence et la discrimination à l'encontre des femmes. La femme est très effacée. La femme est censée être en arrière-plan. Être au foyer, la femme est censée être la mère des enfants. Et il y a beaucoup de tabous concernant la femme. Mais cela n'empêche pas aux femmes de cette région d'être super actives. Malgré les défis, les femmes dans la société traditionnelle au Cameroun ont des espoirs pour l'avenir. Elles veulent avoir accès à l'éducation, à la santé et à l'emploi. Elles veulent être traitées avec respect et dignité. Donc, au bout de 10 mois, j'ai eu une récolte de 33 tonnes de manioc à l'hectare qui m'ont valu plus de 2 800 000. Donc, vous pouvez calculer le bénéfice que j'ai eu en commençant avec 75 000 francs. Des initiatives sont prises pour soutenir les femmes dans les sociétés traditionnelles. Les organisations non gouvernementales et les gouvernements travaillent ensemble pour promouvoir l'éducation et la santé des femmes, ainsi que leur participation à la vie économique. La tradition n'impose pas d'interdit à la femme. Au contraire, la femme a un rôle à jouer au niveau des décisions quand il s'agit de la désignation des chefs, des rois. Cette décision héroïque que prend Sa Majesté le Lamido restera gravée dans les annales comme tournant historique au Cameroun. C'est le lieu ici pour moi de féliciter les premières femmes notables de Bagno, de les exhorter à être fortes, car la critique sera dure et sévère envers elles. Cependant, de nombreuses questions restent en suspens.
Nos traditions sont-elles plus importantes que nos réalités? Avec la venue des réseaux sociaux, la femme perd sa face. Les femmes dans les sociétés traditionnelles camerounaises et africaines rencontrent des défis importants, mais elles ont également des espoirs pour l'avenir. Aujourd'hui, j'ai appris particulièrement que les femmes ont été chefs depuis 1908 et tout, avec la pionnière. Et je pense que c'est intéressant de savoir que les femmes ont pu diriger les peuples ekambeti depuis ce temps-là. Les initiatives prises pour soutenir les femmes sont importantes, mais il faut continuer à travailler pour promouvoir les droits des femmes et pour les aider à prendre leur place dans la société. Quelqu'un a chanté « La place de la femme, c'est à la cuisine ». Mais nous disons « La place de la femme, c'est dans la société ». Merci Léa Moukeka pour ce round-up-là. Alors, Reine Marlise Ntiam, je vais commencer par vous. En tant que présidente régionale de l'Association des femmes chefs traditionnelles de la région du Sud, comment décririez-vous la situation des femmes face aux coutumes aujourd'hui, en 2025? Oui, merci de me poser cette question. L'Association des femmes chefs traditionnelles de la région du Sud a vu le jour depuis pratiquement 5 ans. Oui. Et c'était justement face à un constat que nous avions pu observer où les femmes n'étaient pas tellement prises en compte au niveau traditionnel. Alors, nous avions donc mis en place cette association pour essayer de revendiquer nos droits et essayer de corriger certains abus ou encore certains rites néfastes. Pour la femme? Pour la femme, impliquant effectivement la coutume. Alors, nous avions mis un plan d'honneur sur la lutte contre les rites de veuvage. Oui. Et cela nous a quand même valu un petit changement. Avant même de continuer, je voudrais saisir cette occasion pour dire merci au chef de l'État. Parce que, tout au moins, au Cameroun, dans les 10 régions, je pense que 7 ont déjà ouvert des portes aux femmes où la femme a déjà une place au niveau de la tradition. Et même il y a beaucoup de femmes chefs traditionnelles dans l'association des femmes. Oui, il y a une soixantaine de femmes chefs traditionnelles. Et j'ajouterais même que nous sommes déjà aussi organisés au niveau du pays, au niveau du Cameroun, où j'occupe le poste de vice-présidente. La présidente nationale étant Sa Majesté Ngonjok. Elle est consul honoraire à l'ambassade de Hongrie. D'accord. Ok, d'accord. Ça nous a donc permis de se mettre ensemble parce que pour qu'on se fasse entendre, il fallait quand même une stratégie. Oui. Et cette stratégie, c'est pas qu'on s'exclut du Conseil national des chefs, mais c'est une façon de les amener à nous écouter. Parce que nous sommes plus proches de porter une voix commune. Nous sommes plus proches de nos filles, de nos communautés féminines, et nous savons ce qu'elles endurent. Et compte tenu donc de nos traditions qui ont été beaucoup plus patriarcales. Oui. Je pense que ce sont les hommes qui se sont assis, excusez-moi le terme, des patriarches qui se sont assis pour établir certaines lois qui, je dirais, sont cadrées dans la coutume. Oui. Où l'homme a eu plus d'avantages que la femme. La femme est souvent lésée traditionnellement. Je donnerai même un exemple. Au temps jadis, lorsqu'on rentre dans la Bible, il était question que lorsque la femme, le mari décède, oui, la femme qui semble être sa propriété n'avait plus droit à la vie. Elle devait le suivre même dans la mort. Elle devait le suivre dans la mort. Wow. Et, oui, il y a des femmes qui ont péri, qui ont suivi leur mari étant vivant. Alors, je ne m'attarderai plus à ce niveau-là, oui, parce que le monde a changé. Oui. C'est pour ça que nous disons merci à notre gouvernement, merci à notre chef d'État, parce que les efforts sont quand même mis en place. Les efforts sont mis en place, les femmes sont devenues chefs, les femmes peuvent même déjà discuter l'héritage, les femmes se retrouvent leaders des familles, pas seulement chefs traditionnels. Mais il y a plusieurs filles qui ont compris que la femme n'est pas un instrument, mais elle peut aussi
assumer les responsabilités de leadership au sein de sa famille et de sa communauté. D'accord. Alors, Maître Félina Njambe, je vous passe la parole. Quelles sont, Maître, les pratiques traditionnelles qui posent le plus de problèmes dans notre société du point de vue juridique? C'est une très bonne question. Merci de me passer la parole. Alors, Sa Majesté vous a décrit un peu la situation sur le plan social ou sociétal. Oui. Et juridiquement, on a un État qui fait cohabiter la loi et les coutumes. Et malheureusement, dans certaines parties du territoire, la coutume semble avoir une prééminence sur la loi, ce qui n'est juridiquement pas possible. D'accord. Parce qu'en réalité, loi prime sur la coutume. C'est ça. Il ne peut pas exister de loi contra legem, c'est-à-dire de coutume contra legem, c'est-à-dire de coutume qui va à l'encontre de la loi. De ce que dit la loi. Lorsque le texte est édicté, la coutume qui est contraire est de fait abrogée. D'accord. Maintenant, sur le plan des pratiques qui perdurent, on a parlé de veuvage, oui. On a parlé d'héritage ou d'exclusion d'héritage, oui. Parce que malheureusement, dans les familles, les mentalités patriarcales continuent de prédominer. Vous entendrez, par exemple, au tribunal de première instance, statut en matière de premier degré, on vous sort un procès verbal de conseil de famille qui est censé ouvrir la succession, où on a écarté les filles, et lorsque le juge leur dit, mais dans cette famille-là, il n'y avait que des garçons. Non, on a des sœurs. Ah bon? Elles sont exclues. Mais elles sont où? Elles sont allées en mariage. Voilà, c'est la réponse. Est-ce que le fait d'aller en mariage fait en sorte qu'elles cessent d'être les enfants de leur père ou de leur mère? Ça, c'est la question. Est-ce que le fait d'être marié met fin au lien de filiation, au lien de sang? Parce que c'est par ce lien de sang ou alors par ce lien affectif de l'adoption que l'on devient enfant et donc qu'on hérite. Dès lors qu'on est enfant, on doit hériter. Et on doit hériter au même titre que nos homologues masculins. Alors la loi stipule que les jeunes filles et les jeunes garçons héritent équitablement, parce que souvent en matière foncière notamment, on sait qu'il y a souvent un décalage entre la propriété foncière pour les garçons et pour les filles. Que dit la loi, maître? Alors, le code civil est clair. Pour hériter, il faut être enfant. D'accord. Le sexe n'a rien à voir avec l'héritage. C'est-à-dire que les garçons comme les filles héritent au même titre, ont les mêmes parts, et en cas de partage, le partage doit être égalitaire. Dès lors que ce partage est inégalitaire, non seulement on a violé la loi, c'est-à-dire le code civil, on a violé la Constitution qui édicte qu'on est tous égaux devant la loi. On a violé les textes, les instruments internationaux que le Cameroun a ratifiés, notamment la Charte africaine des droits de l'enfant, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, le protocole de Maputo qui est un additif à la Charte africaine, la Convention pour l'élimination de toutes les discriminations faites à l'égard des femmes, la CEDEF. On a violé tous ces textes que le Cameroun a signés, qu'il a ratifiés et qui est entré dans notre corpus et qui a même rang que la Constitution. Donc, à un moment donné, il faudrait que les mentalités s'arriment à la loi, parce que nul n'est censé ignorer la loi. Effectivement, nul n'est censé ignorer la loi. Alors, Imam Mboussi, dites-nous, d'après vous, quelle est la place de la religion dans la transmission et l'évolution des traditions concernant surtout les droits des femmes qui, on le sait, sont souvent bafoués? Bien, bonsoir une fois de plus. Ce qu'il faut déjà de prime abord révéler, c'est que nous tous nous sommes des créatures
du Seigneur Tout-Puissant. Il a fait l'homme, il a fait, n'est-ce pas, de l'homme, il a fait son épouse. Oui. Il faut qu'on garde, n'est-ce pas, cela en principe. Le Seigneur qui nous a créés avec des sexes différents, il a fait que l'homme, n'est-ce pas, ait une prééminence. Il y a dans la création le choix qu'on ait désigné l'homme et que c'est la femme est venue, n'est-ce pas, de l'homme, montre également qu'ici, il y a quelque chose qu'il faut qu'on essaie de regarder un peu avec, n'est-ce pas, à la lumière des textes, n'est-ce pas, de la révélation. Mais si on va aller, n'est-ce pas, sur le plan sociétal, on va se dire que tout le monde a les mêmes droits, les mêmes devoirs dans la société. Mais maintenant, sur le plan, Maître disait tout à l'heure, sur le plan de la loi, il y a une loi qui est établie, il y a des traités qui ont été signés, qui ont été ratifiés par le Cameroun. Maintenant, il y a nos us et il y a nos coutumes avec lesquelles il faut aussi également intégrer cela, n'est-ce pas, dans le vécu de tous les jours. Parce que l'homme ou la femme, c'est dans le vécu quotidien qu'on regarde véritablement son apport et sa contribution au développement de la société. Maintenant, derrière cela, il y a automatiquement, lorsque les hommes et les femmes se rencontrent, il y a des frictions, il y a des contentements, des mécontentements. Oui. Maintenant, il y a dans la loi pour pouvoir apporter, n'est-ce pas, des lumières. Et à cela, le Seigneur qui nous a créés n'a pas été distrait, ou bien alors il n'a pas été, n'est-ce pas, négligent sur cet aspect. Oui. Il a bien voulu faire en sorte que les choses se passent de la manière ordonnée, organisée. C'est quoi justement cette manière ordonnée pour vous, Imam? Bien, la manière ordonnée ici, c'est que chaque être humain a déjà une place. Oui. Et celui qui a une place, il a une fonction. Et celui qui seconde, ou bien alors celui qui vient à côté, a également une place et une fonction. Maintenant, au niveau des responsabilités, elles peuvent être toutes les mêmes. C'est-à-dire que malgré que je sois aujourd'hui directeur général et que mon épouse est peut-être secrétaire de direction, on a des fonctions différentes. Mais qui sont peut-être complémentaires. Qui peuvent être complémentaires. Mais maintenant, au niveau de l'exécution, n'est-ce pas, de notre fonction, de notre responsabilité, on peut, n'est-ce pas, avoir, n'est-ce pas, des différences. Est-ce qu'il faut absolument qu'on mette tout le monde au même pied d'égalité pour qu'on dise que oui, effectivement, on a retrouvé, n'est-ce pas, cela. Maintenant, les problèmes qui surgissent et qui font, n'est-ce pas, véritablement problème, c'est les problèmes d'héritage, les problèmes de veuvage, les problèmes de succession. Oui, et vous êtes d'accord quand même avec nous, Imam Boussi, que justement sur ces problèmes-là, la femme est très souvent lésée, et bien qu'elle soit complémentaire à l'homme, on peut très bien constater qu'en termes d'héritage, d'exclusion, la femme est souvent celle qui est lésée. Bien, c'est vrai, injustement. Oui. Ça dit que ça, c'est clair. Mais il faut savoir que les textes, moi par exemple, en tant qu'imam, les textes révélés du noble Coran repartissent déjà, n'est-ce pas, ces différents droits. Donc la femme hérite au même titre que le garçon. Il n'y a pas d'exclusion, n'est-ce pas, en matière d'héritage en islam. Donc dans nos sociétés traditionnelles, c'est nous-mêmes d'abord qui avons, ce n'est ni la religion ni la loi. C'est d'abord nous-mêmes qui sommes exclus. Le patriarcat qui a exclu, n'est-ce pas, une catégorie, surtout la femme, et même à un niveau certains enfants. Bon, Maître a ici, quand elle a parlé des droits d'héritage, un enfant... qu'on soit fille ou homme, il n'y a même pas le sexe dans... Un enfant peut-être légitime, peut-être un enfant adoptif. Oui. Bon, la loi leur confère les mêmes droits. À ce niveau, on dit non. Ici, quand même, il y a une prééminence sur l'enfant légitime que sur l'enfant, n'est-ce pas? Ça, c'est des problèmes qui sont réels. Mais il faut savoir que le Seigneur, dans sa législation, a tranché, il a donné des conduites à suivre. Nous les humains, hommes comme femmes, parce qu'il ne faudrait pas simplement jeter la pierre sur le patriarcat aujourd'hui, nous les humains, on s'est mis nous-mêmes en marge, n'est-ce pas, de ce qui a été légiféré, pour pouvoir commencer nous-mêmes à n'est-ce pas, légiférer des lois. Et vous savez que lorsque l'homme va légiférer une loi, automatiquement il va toujours tirer vers ce qui lui est profitable. Voilà. Il va tirer vers ce qui lui est profitable. D'où maintenant il y a des gémissements. Et c'est justement ce que Majesté disait, c'est que les hommes ont fait les lois qui leur convenaient à eux. C'est bien cela, Majesté. Aujourd'hui, la réalité les rattrape. Il se trouve qu'on a trop serré. Il faut commencer à desserrer les traînes. Et là maintenant, on comprend que quelque part, il y a eu, n'est-ce pas, une manipulation sur les textes. Et on se dit qu'il est important... Il est temps de rétablir peut-être l'équité. N'est-ce pas, l'équité, et savoir que déjà, la religion résout, n'est-ce pas, ce problème.
D'accord. Alors, je voulais annoncer, elle est désormais avec nous sur ce plateau. Sandra Njiki, c'est une jeune femme entrepreneur. Elle est promotrice de la marque de vêtements Libellule Collection, une marque made in Cameroun. Sandra, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Alors, vous êtes ici pour partager avec nous la vision de la jeune femme camerounaise moderne, une jeune femme qui vit donc en 2025. En tant que jeune entrepreneur, comment est-ce que vous arriviez à concilier vos traditions et cette vie moderne-là, portée par toutes ces influences venues d'ailleurs? Comment est-ce que la jeune femme camerounaise vit en 2025 entre les traditions et ce besoin de modernité-là, de vivre dans l'ère du temps? Alors, déjà, je dirais qu'en tant que jeune entrepreneur, la société camerounaise demande, traditionnellement parlant, beaucoup à la femme. Oui. C'est-à-dire, nous sommes dans une société où la femme est celle-là qui doit... Elle porte la famille. Oui, qui doit porter la famille en fait, qui doit s'occuper de son foyer et tout. Mais sauf que avec l'émancipation et tout, la femme là a une autre vision selon le monde moderne, selon la modernité, qui est celle de chercher aussi. De se construire. De se construire en toute fait. Seule. Oui, justement, de se construire toute seule. Donc je dirais, moi en tant qu'entrepreneur, j'essaie juste de faire la part des choses. Donc j'essaie de respecter mes traditions, c'est-à-dire de respecter mon rôle de jeune femme et en même temps aussi de vous émanciper justement à travers ce que je fais. Comme vous avez dit tout à l'heure, je suis jeune entrepreneur. J'ai une marque de vêtements Made in Cameroun, Libellule Collection. C'est à travers cette marque que je peux en fait m'épanouir également. Vous avez compris que la femme n'est plus forcément, comme on disait tantôt, celle qui reste à la cuisine, à la maison, qui garde les enfants. La jeune femme moderne vit avec ces traditions-là, mais elle essaie également de tracer sa propre voie. Justement. Alors, Reine Marlise Ntiam, y a-t-il, d'après vous, des traditions qui mériteraient peut-être d'être préservées, d'être adaptées plutôt que supprimées? Parce qu'on l'a dit, beaucoup de traditions, beaucoup de coutumes, beaucoup de rites ont été créés, mis en place par le patriarcat. Mais est-ce que vous pensez que même dans ce besoin d'émancipation de la femme-là, on devrait quand même garder certaines traditions? Oui, je ne sais pas si je vais être hors du sujet parce que je vais parler de nos langues maternelles. Oui. Qui devraient vraiment être préservées et développées. Vous savez, lorsqu'on perd sa langue, on perd automatiquement sa culture. Alors, moi, je pense que nous devons mettre un accent sur la préservation de nos langues maternelles. Alors, et également nos us et coutumes. Oui. Donc, la jeune fille, je vais prendre un exemple dans le domaine de l'art culinaire. Oui. Il y a des mets traditionnels qui ne devraient pas disparaître. Alors, nous aimerions que, après nous, que la descendance féminine ou même masculine puisse maîtriser ce patrimoine culinaire-là. D'accord. Voilà. Mais ça, c'est dans ce qui complète tout le monde. Ça ne pose pas vraiment de problème. On parle beaucoup plus des choses comme le veuvage, des traditions comme celle-là. Déjà ce que je voudrais vous souhaitez, qu'on préserve dans le positif. D'accord. Dans le positif par rapport à la tradition. Oui. Bon, maintenant, au niveau du veuvage, le veuvage n'est pas complètement combattu. Parce que selon la tradition, c'est nécessaire. C'est nécessaire. C'est une façon déjà de prouver l'amour qu'on exprime par rapport à la personne qui est partie, qui nous a précédé. Alors, et puis il y a aussi certains rites où on peut dire il faut verser de l'eau, il faut se laver, il faut parce que il faut dormir à même le sol. Non, attendez. Mystiquement, c'est une façon de couper le cordon, c'est-à-dire de couper les relations, le lien, l'esprit, pour que vous ne soyez plus. Oui, parce que il y a des cas où on a souvent l'impression, surtout pour les jeunes femmes, on a souvent l'impression de dormir avec son mari alors qu'il est parti. Mais là où ça fait problème, c'est des agissements
je dirais, à caractère de violence. Violence humiliante. Oui, des rites néfastes qui ridiculisent la femme. On a vu des cas où, à travers ces rites, parce que le neveu vient assumer, je dirais, un certain volet intime, oui. Violer les veuves. On a vu des veuves qui sont retrouvées avec des maladies, parce que parfois, on ne sait pas la personne qui vient vous violer. On dit non, entrez dans la chambre, il va seulement essayer de vous toucher. Et on a vu comment des veuves sont sorties nues. Et comment des agressions sexuelles. Alors c'est ce genre de rite que nous ne voulons pas. Il y a des cas, je vais prendre un peu le cas de la cousse, c'est-à-dire chez les Écans. Je vais prendre cet exemple-là. Il y a lorsque c'est le tour de la veuve, après les obsèques, elle va devoir faire la nourriture pour qu'elle sorte et qu'elle essaie de voir le dehors. Oui. Parce que après les obsèques, tant qu'il n'y a pas encore eu cette cérémonie, elle est toujours enfermée. Alors, maintenant, pour le faire, il faut apprêter un repas qui est souvent consommé par toute la famille. Et un des représentants des leaders de la famille, homme, vient donc s'asseoir pour vous appeler comme votre mari le faisait. Alors, c'est traumatisant pour la femme. Et lorsque c'est un cas de veuvage homme, c'est-à-dire lorsque un homme reste veuf, on n'a pas encore remarqué que la femme aussi mène la même gymnastique par rapport à l'homme que nous allons appeler, parce que madame va s'asseoir, on va prendre n'impose pas cela à l'homme. On n'impose pas cela à l'homme, on n'a pas encore vu ça, c'est pas vice-versa quand même. Oui. C'est pas réciproque. Donc on a l'impression que la femme est beaucoup plus victime. Beaucoup plus victimes de ces histoires-là. Je veux encore illustrer un autre cas. Ça ne fait pas longtemps où on les habillait en jute. Moi, j'ai vu ma mère et ses coépouses où c'est toujours les mêmes neveux. Et ce qui est même encore regrettable, c'est parce que parfois ce sont les neveux femmes qu'on utilise lorsqu'il s'agit des femmes. Qui viennent même encore participer à cette tradition-là. Voilà. Donc, vous voyez les jutes, c'est-à-dire les vieux sacs de cacao qui ont des puces et tout. On les amène dans un état sale et puis on habille la veuve parce que on dirait que c'est elle qui a tué son mari. Donc il y a des cas où déjà même dans le point de vue santé, hygiène, ça peut être dangereux même pour la veuve. Oui, parce qu'après elle se retrouve avec des maladies de la peau et autres. Nous les enfants, on est obligés d'intervenir pour dire mais c'est pas possible. Et elles sont là en train de pleurer leur mari, elles sont encore obligées de subir des atrocités, voire des rites dégradants. Alors nous voulons une fois encore dire que ça doit changer. Ça doit changer, la femme n'est pas esclave. Avoir perdu son conjoint n'explique pas que vous êtes, je dirais, la cible à abattre. Le rite devrait être plutôt, je dirais, une cérémonie traditionnelle où on se rappelle ou bien on dit au revoir à celui qui est parti, par exemple, comme certaines régions font les funérailles. Oui. Donc, la tradition ne devrait pas être là pour punir la femme. Punir la femme, non, pas du tout. Elle devrait plutôt être un moyen de consolider plutôt la famille et de se souvenir de la personne qui est partie tout en accompagnant la veuve avec dans respect, cette épreuve difficile. Voilà. Alors, maître Félina Njambe, existe-t-il des affaires judiciaires qui sont assez emblématiques où la justice a réussi à protéger soit la veuve, soit à protéger un héritage, en tout cas à rendre à la femme ce qui lui est dû? Affaires judiciaires emblématiques. Elle ne vous revient pas là tout de suite? Non, en fait, il y a beaucoup de cas qui sont légion. C'est pour ça que je dis que emblématique, un cas en particulier, ça me revient pas à l'esprit. Plutôt les tribunaux. Oui, parce qu'en fait, le juge est là pour établir l'équité lorsque la coutume est inéquitable.
Oui. Donc, systématiquement, si vous allez aux audiences du tribunal de première instance, qui statue comme tribunal de premier degré en matière de droit traditionnel, vous verrez que dans 90% des cas, des requêtes, par exemple, qui excluent la veuve, vous déposez un procès verbal de conseil de famille où la veuve n'a pas participé parce que vous estimez qu'elle n'a pas voix au chapitre, on vous renvoie. Est-ce que les femmes, qu'elles soient veuves ou alors simplement des filles, est-ce qu'elles sont toujours au fait là de leurs droits face à la loi? Parce que très souvent, on te dit non, la tradition dit ça, mais est-ce qu'elles sont souvent au fait de leurs droits du point de vue judiciaire? Là, c'est une question sociale qui est très prégnante parce que nul n'est censé ignorer la loi, c'est vrai. Oui. Mais est-ce qu'on vulgarise assez le droit? Est-ce que tout le monde sur l'étendue du territoire a accès aux instruments juridiques leur permettant de se défendre? La vérité, c'est non. Donc, on essaye à travers les associations. Vous avez la CAFEJ qui réunit l'ensemble des femmes juristes, c'est-à-dire juristes d'entreprise, magistrates, huissiers, notaires. Vous avez au sein du barreau des associations comme l'Alliance internationale des femmes avocates ou le Réseau international des femmes avocates. À côté du Conseil de l'ordre où il y a 2 femmes, l'une qui est représentante du bâtonnier et l'autre qui est secrétaire de l'ordre, on essaye quand même de vous organiser. De nous organiser, de faire des cliniques juridiques, de faire des actions sur le terrain pour porter à l'attention des femmes le fait qu'elles ne doivent pas se laisser faire, qu'elles ont des droits à défendre et qu'on ne leur dise pas que non, la tradition a fait ci, la tradition a fait ça. La tradition n'est pas au-dessus des textes qui ont été édictés justement pour rétablir cet équilibre-là, pour rappeler que nul n'est au-dessous de la loi et nul n'est au-dessus de la loi. Donc, au niveau des juridictions, je pense que le travail, il est fait. La question est, est-ce que les femmes véritablement ont le courage, ont l'information de faire face souvent à la famille, de faire face au chef, de faire face à cette riposte-là? C'est ça. Avant le début de l'émission, on discutait avec Sa Majesté et je lui disais, elle dit, oui, la femme est usufruitière. Je dis, oui, elle est usufruitière parce que, en réalité, elle a déjà de plein droit la moitié des biens. De son époux. Oui. Lorsque le régime légal, c'est le régime de la communauté des meubles et acquets. Ça veut dire qu'au moment où l'époux décède, les titres qui sont à son nom, mais qui ont été acquis pendant le mariage, c'est des titres qui appartiennent tant à lui qu'à son épouse. Oui. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Avant même de faire le jugement d'hérédité, il faut liquider la communauté de vie. Or, dans 90%, on ne liquidera pas la communauté de vie. C'est les propres enfants qui vont passer par le jugement d'hérédité avant, faire les mutations par décès, avant de penser que, hey, il y a la veuve. On a maman, ou on a la deuxième femme, ou on a X, qui n'en rentre pas dans le cadre, dans le canevas. Donc l'usufruit vient en plus des 50% qu'elle devrait avoir après liquidation de la communauté. Mais lorsqu'on le dit, oh non, les femmes n'héritent pas. Non, elles n'héritent pas. Elle prend ce qui lui revient de droit. Ce qu'elle a travaillé, ce qu'elle a construit avec son époux. Et ça, c'est 50%. C'est 50%. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, elle peut maintenant vous dire, OK, la maison où je vis là, j'ai un quart en usufruit, donc attendez ma mort pour la vendre. Parce que symboliquement, c'est mon foyer, j'entends y rester jusqu'à ma mort. Et vous n'avez pas le droit de la déloger de là. Ça, c'est la loi. Maintenant, il faudrait justement accompagner ces veuves qui ne savent pas forcément comment initier les procédures, comment se défendre. Et une fois qu'elles viennent
vers des professionnels. Donc, justement, c'est l'occasion à inviter ces femmes-là à prendre attache avec ces associations d'avocates-là pour pouvoir mieux connaître leurs droits en cas de décès de l'époux. Elles ont droit à quoi? Qu'elles ne se laissent pas toujours... Parce que parfois, les informations viennent du quartier, elles ne sont pas toujours avérées. Se rapprocher de la bonne personne. Effectivement. Chercher l'information à la bonne source. À la bonne source, voilà. Alors, Imam Mboussi, dans quelle mesure est-ce que les chefs religieux comme vous peuvent contribuer à une évolution des mentalités tout en essayant, n'est-ce pas, de respecter les croyances et les pratiques culturelles? Déjà, savoir qu'on a un rôle important, non seulement social, mais également éducationnel. Parce que en tant que leader religieux, on a d'abord le devoir de préparer les gens à connaître, n'est-ce pas, les textes. Parce qu'il faut savoir qu'on ne peut pas adorer, on ne peut pas vivre dans une société sans connaître, n'est-ce pas, les textes. Oui. Et tant qu'on ne connaît pas les textes d'une société, on vivra, n'est-ce pas, des contextes très différents. Et on va se retrouver dans des situations très compliquées. Pourquoi les textes ? Et Maître disait tantôt, et ça c'est comme ça, on dit, nul n'est censé ignorer la loi. Vous ne pouvez pas vivre dans une société, vous ne connaissez pas ce qui se passe autour de vous, et vous espérez, n'est-ce pas, vous développer. Ça c'est incompréhensible. Donc le rôle, n'est-ce pas, de l'imam. Moi par exemple, dans ma mosquée, dans la communauté, on essaye de sensibiliser les gens d'abord sur la connaissance, n'est-ce pas, des textes, la compréhension de ces textes-là avant leur applicabilité. Aujourd'hui, ce que nous faisons, c'est qu'on part poser d'abord les actes avant de demander qu'est-ce que les textes nous demandent. Vous allez trouver qu'on a commis, et elle a pris un exemple aujourd'hui, lorsqu'on dit la femme hérite, elle gagne, n'est-ce pas, 50% de ce qu'elle a construit avec son époux, parce que le défunt, il n'était pas seul, il était accompagné quand même, sa compagne l'a aidé, n'est-ce pas, à bâtir tout ce qu'il a pu bâtir. Mais aujourd'hui, les enfants vont aller outrepasser, n'est-ce pas, d'abord cette communauté, n'est-ce pas, des vies. On ne fait pas allusion à cela. On ne passe pas le jugement d'hérédité pour pouvoir, n'est-ce pas, aller au-dessus, au-delà de la loi et puis commettre, n'est-ce pas, des injustices. Donc le devoir que nous avons, nous en tant que religieux, c'est de beaucoup dans l'éducation. D'abord des masses. Et puis également, non pas seulement éduquer, mais leur faire connaître, n'est-ce pas, leurs droits et leurs devoirs. Oui. Et en termes de famille, aujourd'hui, on est dans une société cosmopolite. Nous, au Cameroun, ici, on allie modernité, tradition, vie de l'extérieur. C'est-à-dire que tout est mélangé, c'est un melting pot. Oui. Et aujourd'hui, si on n'est pas bien outillé, on va transgresser. Même ce qui est faisable dans la tradition, on va bafouer. Parce que ce n'est pas tout ce qui est dans la tradition qui est à rejeter, non. Oui. Quand vous trouvez, il y a des pratiques traditionnelles qui doivent exister pour permettre à ce qu'une communauté s'identifie, qu'elle se reconnaisse. Mais si on dit qu'on est seulement dans la recherche des droits, non, on ne veut plus ceci, on avait fait ceci hier. Il faut essayer de faire cohabiter toutes ces valeurs-là. Il faut mettre toutes ces valeurs et lorsqu'on est, et c'est ce que on doit, c'est un peu un travail facile, aisé. Oui. Il faut amener aujourd'hui avec les différentes éducations, ceux qui n'ont pas eu ces informations à la base, ceux qui commencent à les acquérir maintenant, ceux qui ne veulent même rien écouter de ce que vous leur dites, vous devez faire avec. Mais l'important c'est de faire passer le message et que le message puisse être compris. Oui. Parce que si le message n'est pas compris, automatiquement on désoriente les gens. Moi j'ai dit, sur le plateau en ce moment, chacun dans son couloir essaie de donner ce qui est nécessaire. Oui. La marraine l'a dit tout à l'heure, de donner véritablement ce qui est dans le sens traditionnel. Oui. Voici ce qu'on aimerait. Et celui qui écoute cela doit comprendre que voilà le bon conseil. Sur le plan juridique, voilà ce qu'il y a lieu de faire, de connaître. Et maintenant, sur le plan spirituel, sachant que tout est assis sur la spiritualité. On ne peut pas vivre une vie au-delà, n'est-ce pas, ou bien en deçà de la spiritualité. Il faut être dans la spiritualité pour comprendre. Et maintenant, on a besoin, aujourd'hui, que nous, qui sommes des leaders, que nous comprenions d'abord ce que nous voulons défendre. Parce que c'est souvent aussi ça. Est-ce qu'on va appeler vers ce que nous-mêmes nous n'acceptons pas ? Et que nous-mêmes nous n'avons pas adopté ou nous ne pratiquons pas, ça va être très compliqué. Si on appelle vers ce que nous avons accepté, on a compris que la femme ne doit pas subir des humiliations, elle ne doit pas être maltraitée, parce qu'au niveau, n'est-ce pas, de la loi divine, elle est au même pied d'égalité
que l'homme, en matière d'adoration, en matière d'obligation et consort. Maintenant, si on donne une prééminence à l'homme, quand on dit on a donné une prééminence, parce qu'on dit il a le commandement, c'est lui qui est quand même le chef de famille, et ainsi de suite, et même dans le code. Lorsqu'on va se marier, on nous lit quand même c'est là. Le mari, c'est le chef de la famille, c'est le chef de ceci. Bon, ça, on a donné. Ça, c'est établi. Mais maintenant, est-ce que c'est parce qu'on a établi que je vais faire fi de ce que la femme peut apporter? Il y a des sociétés où l'homme n'a rien, c'est la femme qui a. Et si elle apporte maintenant ce qu'elle avait aimé dans le bien de l'homme et que l'homme arrivait à décéder, on va donc l'exclure complètement de son investissement parce qu'on va dire que c'est une femme. Non. Donc c'est des cas comme ça qu'on a appelé à gérer. Si les gens ne vont pas vers les bonnes personnes, automatiquement, on va, n'est-ce pas, se désinformer et on va créer, n'est-ce pas, des problèmes. Là, il ne faudrait pas. Voilà. On va donc résumer. Il faut éduquer les masses, il faut éduquer les populations à connaître le droit et surtout à vivre en harmonie avec toutes ces valeurs-là, qu'elles soient juridiques, culturelles, coutumières. Alors, Sandra, vous qui représentez la jeunesse sur ce plateau, dites-nous comment est-ce que vous pensez que les nouvelles générations peuvent également contribuer à faire évoluer les mentalités, à asseoir la place de la femme sans forcément aller en guerre contre la tradition ou alors contre les anciens. Comment est-ce que les jeunes peuvent tirer leur épingle du jeu? Déjà, je dirais que la tradition peut en même temps être un frein, comme un levier également pour l'émancipation de la femme. Oui. Je dirais un frein dans la mesure où les traditions... Certaines traditions. Oui, en fait. On va préciser. Justement, certaines traditions, en fait, comme j'ai dit tout à l'heure, amènent la femme à la femme au foyer et tout. Et ça empêche, ça restreint. Ça restreint le champ des possibles. Justement, ça restreint les responsabilités de la femme. Comme Maître a dit tout à l'heure, je pense que de ce côté, les femmes doivent connaître leurs droits, elles doivent connaître leurs valeurs également. Maintenant, la tradition également peut être un levier dans la mesure où les traditions, à travers des traditions, il y a dans certaines localités, il y a des centres qui se forment en fait, des centres qui se forment pour accueillir les jeunes. Justement, pour accueillir des jeunes et pour faire comprendre aux jeunes que bien qu'entrés dans la tradition, on fait face à certaines difficultés, à la modernité. Donc, la jeune dame aussi est celle-là qui doit allier toutes ces richesses, qui doit allier la tradition à la modernité. C'est-à-dire, la tradition est entrée en nous. C'est à travers cette tradition que nous existons. C'est-à-dire, nous devons respecter certaines traditions. Oui. Nous devons les respecter tout en nous affirmant dans la modernité, tout en nous affirmant, en donnant du meilleur de nous pour également faire avancer nos projets. D'accord. Alors, on va résumer. On va pas faire fi de la tradition. C'est pas le rôle de cette émission. Au contraire, on pense que nous sommes riches de nos traditions et de nos cultures. Alors, on s'achemine vers la fin de ce débat. On va faire un dernier tour de table. Reine Marlise Ntiam, vous nous l'avez dit, hein, vous êtes réunie donc au sein de l'association des femmes chefs traditionnelles de la région du Sud. Comment est-ce que vous œuvrez au quotidien pour permettre un meilleur épanouissement de la femme, que ce soit sur le point de vue traditionnel ou même dans sa vie en général, parce qu'au-delà de la tradition, les femmes ont également d'autres problèmes. Oui. Au niveau de notre association, nous nous formons, nous mettons en exergue la formation, parce qu'on s'est dit, comme l'a dit Maître, nul n'est censé ignorer la loi. La femme chef doit maîtriser la loi parce qu'il nous revient aussi de juger les conflits. Alors, on se forme et puis nous mettons aussi un accent dans le développement parce que le vrai fléau et la vulnérabilité de la femme, c'est lorsqu'elle n'est pas autonomiquement indépendante, oui. Alors, et nous œuvrons beaucoup plus ensemble avec nos communautés. Oui. Alors, les femmes chefs se sont, organisées en GIC. Elles se sont organisées, associées oui, au niveau de leur communauté pour implémenter donc
tous ces enseignements que nous partageons lorsque nous tenons nos associations. Et il nous arrive même aussi de donner des petits dons. D'accord. Pour autonomiser la femme. Pour autonomiser la femme, et c'est le lieu pour moi de dire merci à certaines mains bien cachées, comme nos dirigeants des ports, qui nous ont beaucoup soutenus en 2024 pour autonomiser, je dirais, nos communautés féminines. Donc, nous mettons un accent dans l'éducation, nous mettons un accent dans les formations et nous accompagnons nos communautés à lutter contre la pauvreté. Peut-être, Reine Marlise, ajouter également ce volet juridique là dont on a parlé au cours de cette émission, justement, que les femmes soient au fait de leurs droits. Que les femmes soient au fait de leurs droits, évidemment, et que je me dis même que les hommes peuvent être des modèles positifs, qui agissent comme des hommes de changement et qui utilisent vraiment leur influence pour lutter, pour aider les femmes à rentrer dans leurs droits. Alors, si les hommes prennent au sérieux ce combat, je pense qu'il y aura plus de conflits. D'accord. Et que la femme se trouverait à sa place. Je pense qu'on doit mettre un accent pour éduquer nos petits garçons dans ce sens-là. Et surtout que c'est eux qui perpétuent la tradition. Voilà, c'est eux qui perpétuent la tradition qui, je dirais, influence négativement la femme. Oui. Voilà. Donc, moi, dans ce que je fais comme leader au niveau de notre association, nous éduquons. Déjà, même quand on tient nos réunions, on invite aussi des petits garçons. Oui. Il ne faut pas qu'ils soient à part, il faut qu'ils prennent part à ce processus, voilà, à cette éducation-là. Voilà. Donc, que les hommes nous ouvrent les portes, parce que je lance ce cri au niveau de l'association, le Conseil national des hommes, que nous ne sommes pas là pour les combattre. Des hommes chefs traditionnels. Les hommes chefs traditionnels, mais nous voulons avoir notre place et que lorsqu'on se retrouve dans ce grand rendez-vous, qu'on nous donne un peu notre place pour qu'on essaye de communiquer avec eux et qu'ils sachent aussi quels sont nos problèmes. Voilà. Et surtout on gagne toujours, on s'enrichit toujours des autres. Donc, que les hommes accueillent les femmes et ensemble, je suis sûre que ce conseil-là fera de grandes choses. Maître Felina Njambe, peut-être le mot de la fin. Quelles sont les réformes qui peuvent être mises en place d'après vous et qui vont permettre de mieux endiguer les difficultés, les problèmes auxquels les femmes font face du point de vue de la tradition? Est-ce qu'on pourra améliorer les choses, maître? Alors, à mon avis, réforme, pas vraiment. On n'a pas besoin de réforme parce que on a dans notre texte des éléments qui sont assez suffisants pour permettre de promouvoir l'épanouissement des femmes aux côtés des hommes dans une vie harmonieuse, complémentaire et complice. Il faut simplement implémenter ces textes qui existent. Il faut veiller à leur application. L'homme ne le sait peut-être pas, mais les premières avocates à avoir pu prêter serment l'ont fait vers 1850. C'est-à-dire qu'avant 1850, c'était une profession qui était fermée. Réservée aux hommes. Qui était réservée aux hommes. De 1850 à maintenant, ça fait combien d'années? Donc, aujourd'hui, on peut porter cette robe parce que des femmes se sont battues pour qu'on implémente, pour qu'on reconnaisse les droits. Ces droits sont reconnus. Comment les faire appliquer? Il faut mettre l'accent sur l'application des textes. Il faut mettre l'accent également sur la revendication de cette application. Parce que le plus souvent, les droits sont bafoués, mais on croise les bras. Vraiment, on va faire comment? Non. On peut faire quelque chose. On peut faire quelque chose. La loi a prévu, les acteurs du monde judiciaire, comme du monde administratif, comme du monde politique, sont là pour accompagner les femmes et pour permettre à ce que leurs droits, leur dignité soient respectés.
Voilà. Alors, Imam Mboussi, vous le savez, nous sommes là dans le cadre de la célébration donc de cette 40e édition de la Journée internationale de la femme. Quels sont vos souhaits pour la femme camerounaise du point de vue religieux? Déjà, ce qu'on peut dire de prime abord, c'est que la femme continue à s'investir sur son plan spirituel, qu'elle continue à être, n'est-ce pas, celle-là qui est la mère, l'éducatrice de la société. Parce que elle a un rôle central. Elle a un rôle central dans le développement, n'est-ce pas, d'une société. Et vous savez, même dans le choix du mariage en islam, on dit, avant d'épouser une femme, regardez la mère. C'est-à-dire qu'il faut d'abord voir le comportement de la mère. Et vous pourrez deviner celui de la fille. Celui de la fille. Donc si elle est passée à bonne école, alors elle sera vraiment une très bonne éducatrice parce que la première éducation commence, n'est-ce pas, par elle. Et puis si cette éducation est faite avec, n'est-ce pas, cet appui spirituel, ça fait en sorte que l'enfant ne se développe pas avec des appétits démesurés. Il connaît quand même que c'est cadré, parce que tout est organisé. Tout est déjà normalisé. On n'a pas besoin de venir créer une autre norme. Alors, on exhorte ces femmes à continuer, n'est-ce pas, à mener ce chemin qui n'est pas aisé de tous les jours. Maintenant, aujourd'hui, dans la communauté, vous allez voir beaucoup de femmes musulmanes qui sont entrepreneurs, qui sont, n'est-ce pas, chefs d'entreprise, qui sont, n'est-ce pas, responsables parce qu'on a essayé de démystifier tout ce qu'il y avait derrière que la femme ne peut pas travailler. Non, elle peut travailler lorsque ce travail, n'est-ce pas, lui rend, n'est-ce pas, sa personnalité, parce qu'il faut savoir également... Et elles excellent souvent, même dans des métiers traditionnellement réservés aux hommes. Aux hommes, effectivement, parce que vous savez, la jugeote, ou bien alors l'intelligence, là, elle n'est pas réservée exclusivement aux hommes. On voit souvent dans les salles de classe. Et les femmes nous le prouvent au quotidien. Voilà, donc on encourage, n'est-ce pas, à ce que ces femmes continuent à rester, n'est-ce pas, droit, n'est-ce pas, sur leurs responsabilités et qu'elles comprennent que dans le combat qu'il y a avec les hommes, c'est un combat qui est acharné. Les uns ne vont pas laisser passer, mais qu'elles comprennent qu'elles ont des droits. Il faut connaître comment. Elles doivent se battre pour que les choses bougent. Et on espère que d'ici peu, les gens vont comprendre et puis les choses iront de meilleure. Voilà, c'est tout ce qu'on va donc souhaiter à la femme camerounaise qui nous regarde aujourd'hui. Battez-vous pour vos droits et surtout que les garants, n'est-ce pas, du pouvoir traditionnel, de la coutume, qu'ils essayent de revoir les choses pour que la coutume ne soit plus là pour punir la femme, mais plutôt pour l'élever et la consacrer. Alors, merci, on va remercier tous nos panélistes. Merci d'être passés sur ce plateau. Je rappelle que Reine Marly Zontiam, vous êtes la présidente régionale de l'association des femmes chefs traditionnelles de la région du Sud. Nous étions également avec maître Félina Njambe, avocate au barreau du Cameroun, Sandra Ndjiki, jeune femme entrepreneur, promotrice de la marque de vêtements Libellule Collection. Et puis sur ce plateau, nous avions le plaisir d'avoir également l'imam Ousmane Mboussi de la mosquée de Mbaladeu. Merci à tous. Merci à vous. Merci, madame, monsieur, d'avoir été en notre compagnie. Je vous souhaite une excellente suite des programmes sur CRTV News. Ici, toute l'info.